Marion Kaplan, vous avez eu la gentillesse de nous expliquer un petit peu quel était votre parcours. Oui. Mais cette nutrition, cette bonne nutrition, elle s'adresse à quel type de pathologie? Parce que, est-ce que ça soigne tout? Est-ce que c'est de la fumisterie? Est-ce que c'est quelque chose de la mauvaise publicité? Franchement, allez, on va parler Allons-y. Bon sens paysan. Allez, à la base. Est-ce que vous metteriez du gasoil dans une voiture qui roule au super? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pas dans la nôtre en tout cas. Hein? Mais... Pas dans la nôtre en tout cas. Quand vous avez une voiture et que vous mettez de l'huile, vous dites « Ah, il y a quoi? C'est du 10W40 ou du 20 machin ?» Vous êtes d'accord? Oui. Vous posez des questions sur l'huile que vous allez mettre dans votre moteur. Pourquoi est-ce que nous, qui sommes… Bien sûr, on n'est pas des machines. Le truc avec une voiture, c'est qu'on a le mode d'emploi quelque part. Ah oui. Moi, je suis pas né avec le mode d'emploi où mes parents avaient il faut le nourrir comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire c'est plus comme ça, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qui fait que Très intéressant. tout ça me paraît plein de bon sens? Pourquoi Voilà. tout le monde ne dit pas voilà, c'est tout simplement plus de variété, plus de ça, moins de ça? Enfin, C'est très intéressant parce qu'il y a certaines lois biologiques et effectivement, ce que je vais toujours répéter maintenant, c'est que tout le monde ne peut pas manger la même chose. Et que ça n'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Et ça, pour moi, c'est une avancée fantastique parce qu'il y a des gens, ouais, moi je digère des cailloux, ils se retrouvent avec un cancer, une polyarthrite ou des problèmes comme ça, alors qu'ils digèrent bien. Donc il faut bien comprendre que l'alimentation, bien sûr, va avoir un impact sur notre immunité, mais que nous ne sommes pas égaux face à cette immunité. Selon notre transgénérationnel, c'est-à-dire l'histoire de nos parents, mais aussi l'histoire physiologique, c'est-à-dire ce qu'ils ont mangé, va structurer leur organisme, mais aussi toutes les problématiques du clan. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des problématiques graves non résolues qu'on va retrouver en mémoire dans notre génétique. Et c'est vrai que moi, je me pose bien sûr ces questions puisque j'organise des congrès de thérapie quantique autour de ce thème-là, puisqu'il y a l'aliment, il y a ce qu'on mange, et ce qu'on pense aussi va être un aliment. Et ce qu'on pense aussi peut être le résultat de dysfonctionnement de nos parents, de nos grands-parents, qui vont se retrouver sous forme de mémoire corporelle chez nous, ainsi que nos blessures, et il faut avoir accès à tout ça. donc vous voulez dire qu'en fait la nutrition pourrait quasiment être une psychothérapie? La nutrition est de toute façon le tronc commun de toutes les médecines. Croire que, même en faisant de l'hypnose, ou de la psychothérapie, ou du décodage biologique, ou ce que vous voulez, si vous ne tenez pas compte de votre alimentation, il y a de toute façon des problèmes à régler, il y a l'effet dose et l'effet poison. On le sait aujourd'hui que l'aspartame va bloquer vos neurotransmetteurs, va par dégradation dans le foie créer des toxiques, mais vraiment dangereux pour votre organisme, qui peuvent créer des comas, etc. Il y a aujourd'hui des poisons, on le sait pour l'amiante, on le sait. Donc il y a l'effet dose des poisons. Donc dans notre alimentation, il y a des poisons. Il y a sur votre plateau une mère qui me disait « Moi, je me bourre de produits laitiers et j'ai allaité mon enfant et on ne comprenait pas pourquoi il avait de l'acné en naissant. Et je l'allaitais avec mon bon lait maternel, sauf qu'elle se shootait aux produits laitiers et que toutes ces cochonneries passaient dans son lait et le pauvre enfant qui n'avait rien demandé se retrouvait avec des boutons sur la figure. Elle a arrêté les produits laitiers pendant son allaitement et les boutons sur la figure de son petit ont disparu. Et il y a des trucs comme ça, il y en a plein. Même des problèmes neurologiques, mais ce sera trop long à vous expliquer. C'est un autre débat. Oui. Alors donc, on sait qu'il y a une étude récente qui a mentionné qu'une grande partie des cellules intestinales étaient capables de sécréter de la sérotonine. Mais c'est pas qu'elle sécrète, c'est que ça se fabrique dans l'intestin. Donc ça se fabrique dans l'intestin. Notre flore intestinale. Ça voudrait dire que le titre de les viscères, deuxième cerveau, a tout son sens. Je dirais même le premier. Le premier. Pour moi, le premier cerveau. Expliquer la sérotonine pour. Alors, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, tous ces trucs-là, ce sont des neurotransmetteurs qui effectivement sont fabriqués à 70% dans l'intestin grêle. Et on va dire, ils téléphonent au cerveau. Le cerveau, c'est le bureau de commande de votre voiture, vous voyez. Et c'est pas parce que vous allez racheter un fusible à eau que le problème s'arrête. Logique. Il y a une interconnexion cellulaire de partout, on le sait. C'est ce qu'on appelle les somatotopées. Vous avez dans les yeux tout le corps, dans les oreilles tout le corps, mais je dirais dans n'importe quelle partie de votre peau, vous avez tout le corps, puisque en embryogénèse, on le sait qu'on peut prendre juste un tout petit bout et on reconstitue un être en entier. Donc tout est dans le tout. Donc on ne peut pas se dire je vais être d'un côté ou je vais être de l'autre. Et les neurotransmetteurs, si vous avez une flore intestinale de très mauvaise qualité, du fait d'une alimentation avec des toxiques, mais en plus une perméabilité intestinale,
que les personnes s'habituent au terme leaky gut. Leaky gut syndrome, c'est un syndrome maintenant largement reconnu, qui est le syndrome de la perméabilité intestinale, qui va laisser passer par on va dire, entre les cellules épithéliales de l'intestin grêle. Normalement, il y a des toutes petites fragments qui passent, et là, c'est carrément un couloir. Et ce couloir va infester non seulement par votre circulation, vos articulations, et va créer des phénomènes inflammatoires. Donc on peut soigner des maladies inflammatoires, comme la polyarthrite, mais la migraine aussi, mais aussi les maladies dégénératives comme les maladies de Parkinson. On le voit, on a des résultats. Quand je vous dis qu'on peut travailler aussi sur les hyperactifs, sur la schizophrénie, moi j'ai eu des schizophrènes qui me disaient, écoutez, parce qu'ils avaient beaucoup d'intolérance alimentaire, c'est vrai, qu'on enlève, on retire de son alimentation, eh bien, ils me disaient, dès que je fais un écart, le magnétophone se remet en route. Qu'est-ce qui fait que, vous parliez des produits laitiers tout à l'heure, et vous disiez, voilà, a priori, les produits laitiers ne sont pas forcément, peut-être qu'on va y revenir, ne sont pas forcément très bons. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas forcément très bons. Ils sont très mauvais. Alors allons jusque-là, catégorique. Je suis catégorique. Moi, à je l'école, vais on m'a finir appris que par les produits laitiers faisaient partie de l'alimentation. Comment ça se fait Bien qu'il y a une telle sûr. différence entre mon programme scolaire, pourtant qui n'est pas si loin que ça, je veux dire, c'est pas il y a 50 ans, c'est... Vous êtes jeune, cher ami. C'est de mon temps. C'est encore pire, c'est ça? Mon temps. De mon temps, Pierre Mendès France avait donné le verre de lait sucré à l'école tellement les Français étaient alcoolos. Donc il s'était dit, ils boiront du lait, comme ça ils boiront moins d'alcool. Mauvais truc. Mais les produits laitiers, moi j'étais élevée au lait concentré sucré que je biberonnais avec très bon. C'était délicieux, c'était délicieux. C'est très très bon. J'ai pas connu le lait concentré sucré. Mais c'est à déconseiller formellement. Mais je vous dis pas mon foie dans quel état j'étais, quoi. Intransportable. Donc les produits laitiers, bien entendu, c'est blanc, il y a un côté pur on ne s'en méfie pas, puisque c'est la première nourriture de tous les animaux dont nous faisons partie. Sauf qu'on oublie un truc. Est-ce que les vaches boivent du lait? A priori, non. Bah non. Il n'y a aucun animal dans la nature qui boit du lait après sevrage, hein, Et je vous surtout rassure. d'un animal étranger. Et surtout d'un autre animal, sauf Romulus et Rémus. Mais bon, Oui. mais On voit ce que ça a donné. ouais, c'est ça a donné, absolument. Donc il n'y a aucun animal qui boit du lait. D'ailleurs, donnez du lait à votre chat, il va avoir la diarrhée tout de suite après. Hein. Donc on nous fait croire qu'on est capable, effectivement, certains organismes, il n'y en a pas beaucoup, il y a certaines civilisations qui depuis des millénaires ont toujours été habitués à boire ce lait, mais qui n'est pas le lait d'aujourd'hui. Le lait d'aujourd'hui, qui est issu de vaches qui font 70 à 80 litres de lait par jour, bourré de flotte, d'hormones, d'antibiotiques et toutes ces cochonneries, comment voulez-vous qu'on parle de lait? La caséine qui est dans ce lait, la caséine c'est la protéine. Donc ne croyez pas qu'en buvant un lait sans lactose, ça va être un bon lait, c'est de la cochonnerie. De toute façon, on le dit aux mères, ne mangez pas d'asperges, ne mangez pas d'ail et d'oignons, parce que ça passe dans votre lait. Et vous ne croyez pas que toutes les cochonneries passent dans le lait? C'est clair que ça passe dans le lait. Donc les produits laitiers de vache, de brebis, moindre de chèvre, mais quand on a des problèmes de fermentation et de putréfaction, on retire également les problèmes, les produits à base de chèvre. Et si on a des problèmes de ballonnement, quels qu'ils soient, arrêtez les produits laitiers et tous les produits sucrés. Donc, si je comprends bien, un certain nombre de solutions existent. Il suffirait d'enlever le facteur déclenchant, donc éventuellement les intolérances alimentaires ou bien l'équilibrage alimentaire, restaurer la barrière intestinale, donc la flore mais ça ne se fait pas tout intestinale. seul. Hein. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, c'est pas simple, mais c'est au moins la ligne de conduite qu'on peut adopter pour pouvoir penser à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Ouais. Et dès lors que l'on a restauré la barrière intestinale, une alimentation équilibrée avec des apports en vitamines, en minéraux, etc., une bonne alimentation pour régler un certain nombre de problèmes. Donc les solutions existent ? Énormément de problèmes. C'est pour ça quand on veut bien travailler à la fois sur le plan physiologique, mais aussi la psychosomatique, et l'hypnose, bien sûr, est très intéressante dans la libération des traumas, parce que les traumas, ils sont dans notre corps. Ils sont engrammés. Ils sont engrammés dans notre corps. Notre inconscient, c'est notre corps. C'est facile. Notre âme est là, toc toc, il y a un truc qui déconne, et va voir dans le corps. Donc il y a les fascias, et on peut travailler n'importe quelle partie avec le corps et l'esprit et l'alimentation. Mais l'alimentation, on ne peut pas en faire l'économie, c'est impossible. Vous pouvez peut-être, vous qui êtes jeune, parce que votre tube digestif est encore, je dirais, actif, mais pour le docteur Donatini avec lequel je travaille, qui est gastro-entérologue, c'est le premier système à vieillir le plus vite. Donc les gens qui disent « je mange des pierres », ben, Coco, tu ne vas pas manger des pierres longtemps.
Vous disiez tout à l'heure en plus que qu'il n'y a pas de solution universelle, c'est-à-dire que chaque personne va avoir des solutions différentes. Alors j'imagine qu'il y a quelques règles générales. Il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun, c'est déjà ne détruisez pas dans votre cuisine vos aliments. Donc on va dire les cuissons douces. Moi j'ai mis au point un cuit-vapeur génial, c'est vrai, mais la cuisson vapeur douce, la cuisson à l'étouffée, les cuissons en croûte de sel dans le four, ça va très bien. Ne consommez pas d'huile cuite. Donc les huiles doivent impérativement être pressées en dessous de 40 degrés. Et il n'y en a pas beaucoup. L'olive, bien sûr, quand elle est pressée à froid, elle est pressée en dessous de 40. Mais il y a l'huile de colza, il y a l'huile de noix, l'huile de sésame, l'huile de cartame, tournesol, lin et bourrache. Tout le reste, c'est chauffé. C'est ce qu'on lit sur la bouteille, marqué première pression à froid. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant encore. Parce que vous avez des huiles de germe de blé où il y a inscrit pressé à froid, c'est un mensonge. Et je veux bien qu'on me fasse tous les procès de la terre. L'huile de... Pas tout de suite. Non, mais c'est clair. C'est bien de le demander en direct. Voilà, allez-y. L'huile de germe de blé est inextractible à froid, qu'on me le prouve. J'ai voulu en faire à une époque parce que j'ai fait un mélange d'huile avec justement tournesol, noix, macéré dans le germe de blé, parce que je voulais en obtenir la vitamine E. Et j'ai voulu donc extraire l'huile de germe de blé. Donc j'étais allée chez un monsieur Vigeant qui fait une très bonne huile d'ailleurs. Des huiles Vigeant. Donc on avait pris 100 kg de germe de blé et on presse à froid, zéro d'huile. Hein. Alors on se dit, bon, on va préchauffer la graine. On préchauffe à 40, zéro. 60, zéro. 80, zéro. Il a fallu aller à 90, 100 degrés pour obtenir 1 litre d'huile de 100 kg de germe de blé. Ensuite, c'était tellement dégoûtant qu'il fallait désodoriser derrière. Alors moi, j'ai appelé chez les gens qui marquent, et je ne dirai pas de marque, qui disent extrait à froid. Je les ai appelés. Oui, c'est extrait à froid. J'ai dit, écoutez, passez-moi le technicien. Mais oui. Alors le technicien est en Allemagne. Hein. Et quand je l'ai interrogé, il me dit, oui. Je dis, attendez, ne me dites pas, j'ai essayé de le faire. Oui, bon, on préchauffe un peu. Je dis, ah oui, à combien? Alors il a avoué qu'il préchauffait à 80 degrés. Mais je suis sûre que c'est plus. Et de toute façon, il désodorise derrière parce que c'est immangeable. Alors, moi, j'y connais rien, mais ça change quoi qu'elle soit à 80 ou 40 degrés? Dans les huiles, à partir de 40 degrés, vous le savez, il y a un chauffage qui se fait. Et ce faux chauffage va détruire les enzymes, mais va détruire justement ces fameux acides gras 6. Le 6, c'est comme si je vous disais, j'ai 5 doigts à chaque main. C'est pas tout à fait ça. C'est 4 doigts et un pouce. Et je ne vais pas mettre un gant gauche dans ma main droite. Il faut comprendre ça. Et dans la nature, le 6-6 reconnaît et va assimiler. Le 6 trans, c'est une vraie cochonnerie qui entraîne des maladies cardiovasculaires, qui est comme si vous mangez du pétrole, quoi. Votre corps, il ne connaît pas, c'est comme du plastique, il faut absolument qu'il s'en dégage. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le détoxifier, ce truc-là. Donc c'est pas juste que ça perd ses propropriétés, en fait, ça veut dire que c'est ça devient un poison. D'accord. Donc il y a en plus un autre poison qui est que certaines huiles ne supportent pas la cuisson. Toutes les huiles qu'on appelle à acides gras polyinsaturés, comme la noix, le lin, même le colza, après c'est à froid, hein, tournesol, ne supportent pas la cuisson parce que leur point de fumée est très bas. Ce qu'on appelle le point de fumée, c'est à quel moment ça va devenir des acroléines. Alors là, bonjour pour vos muqueuses. Hein. Alors mes frites du dimanche dans la friteuse avec l'huile. De toute façon, c'est des huiles raffinées. Le litre d'huile de tournesol bien chauffée. Oui, mais c'est une huile en bouteille de plastique jaune ou rouge. Donc celles-là, elles sont hyper raffinées. De toute façon, elles ont tout perdu. C'est du savon. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que je me douche avec, donc? Si vous voulez, vous pouvez le mettre dans votre voiture. Ça peut mais certainement pas dans votre corps. Faites des frites à l'huile d'olive, qui a un point de fumée à plus de 200 degrés, ou en huile d'arachide. C'est les deux seules huiles qui supportent la cuisson haute température.